Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce 20h, Brazzaville va abriter le 20 novembre prochain la 20e session du concours d'agrégation en médecine. Une délégation du CAMES qui organise ce concours a échangé aujourd'hui avec le chef du gouvernement, Clément Mwamba. Les impôts seront bientôt dotés d'une machine à facturation électronique pour suivre les transactions chez les contribuables. Le projet a été présenté au ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo. Comment mettre en œuvre le projet de prévention contre le VIH-Sida au Congo? Le sujet a été abordé par la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et le secrétaire exécutif de l'OCEAC. À l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'ONU, des journalistes congolais ont été sensibilisés aux différentes activités de cette institution. Puis Marie-Jeanne Koulumbu, députée de Boko, a été élue présidente de la fédération PCT Pool. Elle est la première femme à occuper cette fonction. Voilà donc pour le sommaire. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Au Palais des Congrès, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu en audience le collectif des auditeurs de justice en attente de formation initiale de magistrature. La question abordée par les deux parties, le recrutement de ces auditeurs de justice à la fonction publique. Le reportage de Florent Ngweli. Malgré la rencontre qu'ils ont eue il y a plus de 5 mois avec les commissions santé et culture du Sénat, au sujet de leurs revendications, notamment le recrutement à la fonction publique des promotions 2012, 2014 et 2017, ces auditeurs de justice n'ont jusque-là trouvé gain de cause. Voilà pourquoi ils ont tenu cette fois-ci échanger avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, parce que, pense-t-il, la Chambre haute du Parlement est très attentive à leurs préoccupations. Nous avons demandé au président du Sénat de faire notre plaidoyer auprès du Premier ministre. Le dossier est traité, mais il y a toujours la lenteur. Nous avons écrit à toutes les institutions, à tous les organes de la République. Mais le Sénat est le seul organe, la seule institution qui s'est préoccupée de cette question. Après les avoir attentivement écoutés, Pierre Ngolo, en sa qualité de modérateur de la République, les a invités à ne pas désespérer et à faire confiance au comité interministériel mis en place pour le traitement de leurs dossiers. Essayons d'observer. Laissons se faire les choses. Quand les notes seront publiées et qu'il soit établi une certaine discrimination à ce moment-là, vous aurez des raisons d'agir, mais agir dans la discipline, dans le respect de la procédure. Vous avez reconnu que notre intervention a été pour quelque chose, c'est tant mieux. Mais ça devait être pour quelque chose jusqu'à la fin. Ce collectif, faut-il le souligner, est parti dans l'espoir d'avoir frappé à la bonne porte. Comme quoi, l'espoir est permis. Et à l'Assemblée nationale, c'est l'ambassadeur sortant du Rwanda au Congo, Jean-Baptiste Habyalimana, qui a été reçu par le président de cette chambre, président Mvuba. Au menu de leur entretien, le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et panafricaine par le biais de la diplomatie. Par ailleurs, au sortir de son audience, le diplomate rwandais a démenti la rumeur selon laquelle le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, serait mourant. Le reportage de Cyril Safoubachi. Le diplomate rwandais Jean-Baptiste Habyalimana, arrivé en fin de mandat, ne pouvait quitter le Congo sans s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba. Nous avons surtout parlé des relations privilégiées entre nos deux pays, entre les hautes autorités du pays, entre nos présidents, entre la population rwandaise et la population du Congo. Et donc nous devons profiter de ces relations pour renforcer notre coopération, surtout dans certains domaines, comme dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation, de l'agribusiness, comme on dit. À sa sortie d'audience, le diplomate a balayé d'un revers de main l'information faisant allusion au mauvais état de santé du président du Rwanda, Paul Kagame. Vous savez, notre président ne s'est jamais bien porté aussi bien que maintenant. Il dirige ses réunions au niveau du gouvernement, il dirige des réunions au niveau de l'Est africain, au niveau de l'Afrique en général. Donc ça, ce sont des fake news, comme on dit.
L'ambassadeur du Rwanda, Jean-Baptiste Abyalimana, a passé 5 ans en République du Congo. Autre titre de l'actualité, le 2 novembre prochain, Brazzaville va abriter la 20e session du concours d'agrégation en médecine organisé par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le sujet a été abordé aujourd'hui par le Premier ministre Clément Mwamba et le secrétaire général du CAMES, le professeur Bernard Bachi, était également présent. Le ministre congolais de l'enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, reportage Joachim Yafunambungu. Parce qu'ils souhaitent réussir l'organisation de ce concours d'agrégation, qu'ils sont allés puiser à la source de la sagesse auprès du chef du gouvernement notamment pour obtenir de lui certaines orientations. Chaque fois que nous avons organisé une manifestation au cas du CAMES à Brazzaville, ça a toujours été un succès. Le Premier ministre a accepté de le recevoir parce qu'il fallait qu'il lui présente ses civilités, mais aussi parce que, évidemment, nous avons besoin du soutien du gouvernement et donc du chef du gouvernement pour que dans cette période difficile, tout soit fait, tout soit mis en œuvre afin que, comme je l'ai dit, cela soit un succès de plus inscrit au tableau des succès du Congo. Ils sont 300 candidats ressortissants des pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à participer à ce concours d'agrégation en médecine humaine, en pharmacostomatologie, en médecine vétérinaire et production animale pour accéder au grade de maître de conférence. Je ressors de cette audience réconforté par le message de Monsieur le Premier ministre, un message qui rassure que, indépendamment du contexte, tout sera fait pour que le défi soit relevé comme par le passé. Le CAMES est un conseil inter-État qui réunit 19 pays d'Afrique francophone et qui est chargé, entre autres, de faire reconnaître les diplômes de l'enseignement supérieur. Nous avons sur notre table un arrêté qui nous vient du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il s'agit de l'arrêté numéro 11703 portant régulation des marchés domaniaux. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, vu la Constitution, arrête, article 1er, les marchés domaniaux sont ouverts à tous les commerces aux heures habituelles d'avant la pandémie du coronavirus Covid-19. Pendant 5 jours dans la semaine, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis pour les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Dans les autres départements, l'ouverture des marchés domaniaux est fixée à 6 jours dans la semaine. Le jour de la fermeture pour le nettoyage et la désinfection est déterminé par les préfets de département et les maires de communes. En cas d'infection dans le marché, celui-ci est immédiatement fermé et désinfecté. Il ne sera réouvert qu'après sa désinfection. L'accès au marché domaniaux est interdit à toute personne, vendeur ou client qui ne porte pas un masque. Tout vendeur à l'étalage ou non dans un marché domanial ou aux alentours qui, sur le lieu de vente, ne porte pas un masque ou feint de le porter ou le porte négligemment est contraint par le corps de contrôle à fermer pour toute la journée. En cas de récidive, au jour suivant du marché, son étalage ou sa boutique est définitivement fermé par les corps de contrôle dans les marchés. La vente dans les marchés domaniaux se fera dans le strict respect de toutes les mesures barrières et de la distanciation physique. Les préfets de département, les maires de communes, les sous-préfets, les administrateurs maires et les agents de la force publique en service sont chargés de veiller à l'application stricte de la présente disposition. Dans la suite de l'actualité, le système fiscal congolais est désormais doté d'une machine à facturation électronique. Il s'agit d'un appareil qui permettra d'enregistrer les transactions pour chaque opération effectuée par le contribuable, facilitant ainsi l'accès rapide aux informations par la Direction générale des impôts et des domaines. Ce projet a été présenté ce matin au ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo. Reportage Marie-Paul Nganga. Les contribuables appelés à effectuer les transactions de vente à partir d'une facture électronique dans les jours à venir
feront usage d'une machine à facturation électronique. Ainsi, les informations liées au paiement seront stockées dans cette machine puis transmises en temps réel dans le serveur de la Direction générale des impôts et des domaines. Ceci pour faciliter la vérification de l'intégrité des données inscrites sur les factures. Il existe une machine qui a un système dedans. Lorsque l'acheteur se présente au vendeur, il dit j'ai besoin d'un article quelconque et puis on discute le prix et la quantité. Après avoir discuté, au lieu d'utiliser le facturier papier, il utilise cette machine-là. Ce nouveau dispositif vient en complément de e-tax et du NIU, l'ambition étant de sécuriser la collecte de l'impôt afin de rendre plus efficaces les opérations au niveau de cette régie financière. Ce système permettrait donc à e-tax de disposer des informations qui vont permettre aux agents des impôts de comparer ce que les contribuables déclarent dans e-tax et ce que la machine va mettre à leur disposition. Aucun autre changement ne sera constaté par les contribuables. Les acheteurs, de leur côté, pourraient, dès la mise en fonction de cette option, être rassurés du paiement de leur TVA. En santé, comment mettre en œuvre au Congo le projet de prévention contre le VIH-Sida? La ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia-Mikolo, a discuté du projet avec une délégation de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale. Noémie Cocotte nous en parle. Il a été question au cours de cette réunion entre la délégation de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, conduite par son secrétaire exécutif, Dr Manuel Nso Obiangada, et la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia-Mikolo, de voir quelles sont les possibilités de poursuite de façon efficace et efficiente du projet Prévention VIH-Sida en Afrique centrale. Il s'agissait de trouver un autre AMS qui puisse gérer ce projet de la meilleure façon possible. Alors, on a établi, après d'avoir eu l'avis de la KfW et tous les partenaires, de voir la manière dont on va mettre en œuvre cette nouvelle association. Dans cette période, il sera mis en place un comité de suivi avec une association qui sera en accord avec le gouvernement congolais. Le gouvernement assiste les victimes des inondations de décembre 2019 et janvier 2020 de Wesso et de Djaka dans le département de la Sanga. La ministre en charge des Affaires sociales, Antoinette Nzinga-Nzondo, a apporté des kits dits de relèvement à ces victimes. Ces kits sont composés de vivres et de non-vivres. Depuis Wesso, la correspondance de Serge Bruno Mienaata. En décembre 2019 et janvier 2020, 4 départements du Nord Congo ont été secoués par des inondations d'une rare ampleur. Les opérations d'assistance humanitaire des familles sinistrées ont été interrompues avec la crise sanitaire due au coronavirus. La remise des kits de relèvement aux sinistrés de Wesso dans la Sangha. En décembre 2019 et janvier 2020, 4 départements du Nord Congo ont été secoués par des inondations d'une rare ampleur. Les opérations d'assistance humanitaire des familles sinistrées ont été interrompues avec la crise sanitaire due au coronavirus. La remise des kits de relèvement aux sinistrés de Wesso dans la Sangha par Antoinette Nzinga-Nzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, a marqué la reprise de ces opérations d'assistance sociale. Au-delà des vivres, les fournitures scolaires ont été remises aux élèves vulnérables de Nzalangoy et Mbinzo, 2 arrondissements de cette commune. Nous sommes ravis aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu cette chance, mais nous, quand même, on a eu cette chance. Merci beaucoup à Madame la ministre. Les mineurs servis, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a reporté la distribution des kits aux adultes après avoir constaté la présence des faux sinistrés parmi les bénéficiaires. Mission a été donnée au vice-maire de Wesso, appuyé par les commissaires de police, de procéder à la remise des vivres et non-vivres au domicile de chaque personne dûment enregistrée. D'une localité à une autre, Antoinette Nzinga-Nzondo a bravé les eaux de la Sangha pour Djaka, village du district de Kabo. Ici, les populations sinistrées ont béni le ciel pour l'aide du gouvernement apportée. Antoinette Nzinga-Nzondo a expliqué aux bénéficiaires que le président de la République et le premier ministre Clément Mwamba accorde une attention particulière à Djaka.
Et ce, après avoir esquissé quelques pas de danse. Cette joie des populations de Djaka montre clairement que l'aide du gouvernement était fiévreusement attendue ici. Il faut dire que c'est pour la première fois que cette localité voisine de Ouesso reçoit un membre du gouvernement. Autre titre de l'actualité à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création des Nations Unies. Quelques 75 journalistes congolais ont été sensibilisés aux différentes activités de cette institution afin de permettre à ces derniers de mieux connaître les missions et le travail de ces agences des Nations Unies. La session d'information a été coprésidée par le ministre de la Communication et des Médias Thierry Mungala et Chris Mburu, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo. Le reportage d'Héritier Banabili. En marge des activités relatives à la célébration des 75 ans de l'ONU, le système des Nations Unies tient à familiariser les journalistes congolais avec les activités menées par cette organisation visant à soutenir le Congo dans la réalisation du Plan national de développement PND pour atteindre les objectifs de développement durable ODD. Pour nous, les journalistes, c'est très bien parce que souvent il y a amalgame, on confond parfois les rôles et les tâches. C'est plus précis et je pense qu'à l'avenir, de telles rencontres vont se pérenniser pour que nous, journalistes, nous puissions donner la bonne information au public. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, Chris Mburu, a indiqué que les 17 agences de l'ONU sont plus que déterminées à accompagner le Congo vers son développement. Nous continuerons à être là, pas seulement en ce qui concerne la crise Covid. Nous sommes là pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Pour le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala, la coopération avec le système des Nations Unies reste rassurante pour le Congo. Malgré la crise économique et financière qui nous cisaille, malgré la survenance de cette pandémie et toutes ses conséquences, nous voyons ensemble qu'il y a à la fois des éléments d'espoir, d'espérance, et en même temps une coopération agissante avec le système des Nations Unies. La célébration du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies est placée sous le thème « L'avenir que nous souhaitons, l'ONU dont nous avons besoin, réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, affronter la Covid-19 par une action multilatérale efficace ». En bref et en images, le 26 septembre de chaque année, les Lions Club international de la sous-région de l'Afrique centrale célèbre la journée de l'arbre. Cette année, c'est sous le thème « Planter un arbre, c'est prévenir l'avenir de l'homme » qu'un planting d'arbres a été organisé à l'université de Nissasou-Nguesso en présence du ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoa. Dans l'actualité également, le collectif des anciens travailleurs de l'Office national des postes et télécommunications, conduit par son président Gilbert Edoli, a été reçu en audience par le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Juste Bernardin Gavé. Ces travailleurs sont inquiets de leur situation sociale qui perdure depuis près de 11 ans. Reportage Marie Kunga. Soucieux d'un lendemain meilleur pour leur progéniture, le collectif des anciens travailleurs de l'ONPT a échangé avec le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse. Nous avons sollicité son implication pour que la situation des ex-travailleurs de l'ONPT, plus particulièrement les pensions de retraite, soit résolue. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, vous devenez impuissant. Les comportements de nos enfants aujourd'hui, nous n'arrivons plus à les maîtriser parce que nous n'avons pas de moyens pour leur prise en charge. Face à ce tableau qui peint les difficultés exposant cette couche juvénile au comportement déviant, Juste Bernardin Gavé a pris acte. Si nous avons pris le temps de vous recevoir, parce qu'en filigrane, il y a bien d'autres situations générées par votre situation sociale aujourd'hui. Et ces situations en filigrane ne sont autres que celles que vous venez de nous présenter, à savoir les difficultés que vos enfants vivent dans leur quotidien. La dissolution de l'Office national des postes et télécommunications ONPT est intervenue en 2003.
Pierre Obombi, député de Talangaï 3, a rencontré ses mandants le dimanche dernier. À cette occasion, il a été question de rendre compte des débats tenus lors de la 9e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Profitant de cette rencontre, les populations du quartier 606, qui sont souvent victimes du débordement des eaux de la rivière Tchémé, ont sollicité un appui financier de leurs députés pour construire la passerelle qui relie les quartiers 603 et 606 à Talangaï. Le reportage de Guillaume Garomabiala. Au cours de cette descente parlementaire, Pierre Obombi, député de la 3e circonscription de Talangaï, a été au contact des populations des quartiers 603, Texaco Tchémé et 606 riveraines de la rivière Tchémé. L'ordre du jour a été la restitution de 31 affaires ayant fait l'objet des projets de loi débattus lors de la 9e session ordinaire de l'Assemblée nationale, parmi lesquels le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence au Congo. Par la même occasion, le collectif des populations riveraines de la rivière Tchémé a sollicité l'appui financier du député afin d'engager les travaux de construction de la passerelle de fortune qui traverse la rivière Tchémé en passant par la rue Lukolela et la rue Okoyo à Talangaï. Dans ce secteur-ci où nous sommes, il y a une très grande souffrance. C'est la canalisation des eaux de la rivière Tchémé. Là devant vous, vous avez ce pont de fortune qui est l'œuvre du collectif des riverains. C'est des initiatives populaires, volontaristes. Nous avons dit que nous allons apporter notre part de contribution. La construction de cette passerelle qui bénéficie de l'appui financier du député a constitué un motif de satisfaction du chef du quartier 66. Ce pont-là, c'est la seule passerelle qui relie le quartier 603 au quartier 606. D'où l'importance de ce pont d'être réhabilité. Pierre Obombi a promis transmettre les doléances des populations des quartiers 603 et 606 à l'Assemblée nationale. Descente parlementaire aussi du député Joseph Mbossa à Abala dans le département des Plateaux. Ce dernier s'est entretenu avec ses mandants sur l'actualité nationale marquée par la crise sanitaire et la crise économique, mais aussi d'autres sujets qui touchent uniquement cette localité. Ben Pena pour le reportage. Pendant 8 jours, sans perdre haleine, Joseph Mbossa, député de la circonscription unique d'Abala, est allé à la rencontre de ses mandants établis dans près de 50 villages sur les 85 que compte cette circonscription. Une vraie course contre l'horloge. Au cours de ces rencontres, le député d'Abala a prêché pour la protection contre la progression meurtrière de la Covid-19, chère au président de la République, même si ce département demeure à ce jour le seul à être épargné. La réponse aux desiderata de ces populations en détresse a constitué un autre point dominant de cette descente parlementaire. Cette 4e descente parlementaire avait une particularité, à savoir la satisfaction des besoins exprimés par les populations dans chaque village. Il y a des problèmes des bâtiments abritant les écoles qui sont en état de vétusté avancée. Les paysans m'avaient demandé des tôles. J'ai dû fournir aux jeunes les ballons, les séries de maillots, effectivement dans le cadre du sport. J'ai procédé à la livraison des produits pharmaceutiques en coût à Mboubé. Fidèle aux idéaux de son parti, le PCT, Joseph Mbossa n'entend point s'en détourner. Le secrétaire général du parti, le camarade Pierre Moussa, nous a toujours demandé des cadres d'un parti social-démocrate d'être avec le peuple. C'est ici, au village Essanga, que s'achève cette descente parlementaire, la 4e du genre. Je reviendrai chaque fois que cela sera possible, avec ou sans moyens. Dixit Joseph Mbossa, le député de la circonscription unique d'Abala, dans le département des Plateaux, à ceux-là qui l'ont porté à l'hémicycle, voici 3 ans. Merci bien Ben Opena pour ce reportage. Et de son côté, dans le but de contribuer à la réussite scolaire des élèves de sa circonscription électorale, Henri Zoniaba Aimesson, député de Soinké, a fait un don des kits scolaires à tous les élèves du district de Soinké dans le département de la Sangha. Ce don de fournitures scolaires couplé à la remise de 1000 bavettes pour lutter contre le coronavirus sont parmi les actions phares de la descente parlementaire de l'élu de Soinké, nous dit Nelson Zao dans son reportage. Suivez. L'éducation demeure la clé de voûte du développement des nations. Partageant cette philosophie, Henri Zoniaba Aimesson, en sa qualité d'élu de Soinké,
a offert des fournitures scolaires à tous les élèves de sa circonscription électorale afin de les encourager à prendre leur destin en main. Ce geste plein d'altruisme, couplé à une remise de 1000 bavettes pour lutter contre la Covid-19, a permis aux autorités de cette localité de témoigner leur gratitude. Ça, ce n'est pas la première fois. Il a toujours pensé aux enfants et à sa circonscription. Nous ne pouvons que être heureux de notre député qui est toujours avec nous au moment difficile et nous lui souhaitons bon vent. Manifestant la solidarité parlementaire, Auguste Gambélé a placé l'unité nationale au pinacle des valeurs qui fondent les grandes nations. Je suis en train de vivre les fruits de l'unité nationale. Je ne pouvais pas imaginer que partir de Madingu dimanche, que je pouvais passer la nuit à Soinké. Je jette mes fleurs au président de la République pour les efforts consentis pour bâtir le pays. La remise de ces fournitures scolaires intervient après la restitution de la 9e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Je l'ai également annoncé en titre, Marie-Jeanne Koulumbu, députée de Boko, a été élue présidente de la fédération PCT Poul. C'est la toute première femme à occuper cette fonction au niveau national. Cette élection s'inscrit dans le cadre de la restructuration des fédérations, des organes de base et intermédiaires de ce parti. Retenez également que la fédération PCT Sanga prépare son assemblée générale élective. Jonel Aoussa. Dans le cadre de la restructuration des organes intermédiaires et de base du Parti congolais du travail, le secrétaire général de ce parti, Pierre Moussa, vient d'inaugurer la série des assemblées générales électives des fédérations par la fédération du PCT Poul. Prenant la parole, Jean-Pierre Manoukou Kouba, président du PCT Poul sortant, a circonscrit l'événement avant de souhaiter la bienvenue à la délégation nationale. La direction politique du Parti congolais du travail dans le département de Poul est appelée à renouveler ses instances. Elle doit donc faire peau neuve. Elle doit se préparer à relever les défis qui pointent à l'horizon avec espoir et détermination. Dans son allocution d'ouverture, Pierre Moussa est revenu sur l'importance de cette campagne de restructuration. La campagne de restructuration de la Fédération du Poul, dont l'Assemblée générale de ce jour marque le clou, devrait permettre à notre parti d'être encore plus performant. Après 2 heures de travaux, il a été mis en place un nouveau bureau fédéral de 11 membres qui sera dirigé par Marie-Jeanne Koulumbu. Je m'engage de relever les défis, de faire que le parti puisse briller davantage dans le département du Pôle. Du côté de la Sanga, l'heure est au préparatif de l'Assemblée générale élective de cette fédération. Devant l'ampleur de l'événement, l'heure n'est plus au discours. L'heure est maintenant à l'application sur le terrain de ces orientations dans l'unité, la discipline et la cohésion. Pour la réussite de cet événement, le Parti congolais du travail a déployé les délégués de la fédération dans tout le département de la Sanga afin de restructurer les organes de base intermédiaires et de district. Voilà, et toujours dans le cadre de la restructuration de ces instances dans la Bouenza, tout comme à Pointe-Noire, les militants et sympathisants du PCT sont dans la fièvre des campagnes d'adhésion. Si à Madingu, dans le département de la Bouenza, la mission a été donnée à Sabine Mayuma de recruter des nouveaux membres. À Pointe-Noire, par contre, la fédération a installé les 2 nouveaux dirigeants propulsés au sommet des comités PCT Lumumba et de Tchambanzassi. Le commentaire de Duclerc Pondenguier. La fédération PCT Bouenza en effervescence. L'heure est à la restructuration des organes de base et intermédiaires du parti. Celle-ci s'adosse sur une grande campagne d'adhésion qui préfigure l'arrivée des nouveaux membres. Cette campagne a été lancée à Madingu par la déléguée de la fédération, Sabine Mayuma. Le parti doit rayonner et occuper le premier rang dans le district et la commune de Madingu. Pour atteindre cet objectif, la maison PCT doit grandir. Grandir avec tous ceux des citoyens du district et de la commune de Madingu qui manifestent le désir d'adhérer au PCT. Aucun blocage, pour quelque raison que ce soit,
ne doit être toléré. La même ferveur est aussi observée à Pointe-Noire, où les nouveaux présidents élus à la tête des comités PCT Lumumba et celui de Tiambandiassi ont été installés officiellement de leurs fonctions. Les deux cadres ont pris l'engagement de trimer pour donner au parti des victoires encore plus retentissantes. Vous qui entrez, vous n'êtes pas novice dans ce parti. Nous comptons sur votre connaissance du terrain et sur votre expérience. Nous croyons que vous allez mettre à disposition de ce parti pour pérenniser tout le travail qui a été fait par le bureau sortant. Ces rencontres sont une manière pour le PCT de ratisser large en vue des élections qui pointent à l'horizon. Autre parti politique, le RC, le Rassemblement citoyen, vient de procéder à une campagne de restructuration à Pointe-Noire. Au terme de cette campagne, Innocent Fali David Louembanzila a été réélu à la tête d'un bureau fédéral qui compte 8 membres. Les détails dans ce commentaire de Duclerc Pondenguier. Voici Innocent Fali David Louemba, l'homme à qui les militants du Rassemblement citoyen RC Pointe-Noire ont refait confiance pour diriger ce parti dans la deuxième ville du pays. C'est l'aboutissement d'un processus de restructuration mené par le délégué national, Olivier Mbongolo. De tout cœur, je vous fais part de ma reconnaissance et de ma profonde gratitude d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne et sur la très haute bienveillance du président du bureau exécutif national, M. Claude Alphonse Silou. Je conduirai der chef pour les 5 années à venir la destinée de notre parti, le Rassemblement citoyen. La tâche est lourde et exaltante, mais avec l'énergie de chacun d'entre vous, nous réussirons. Nous avons travaillé près de 10 jours avec les compagnons de Pointe-Noire. Et donc, on a aidé, n'est-ce pas, au four et au moulin avec eux. Chose faite aujourd'hui, nous avons finalement restructuré et installé le gouvernement de Pointe-Noire. Parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement citoyen RC a pour président fondateur Claude Alphonse Silou. Le Covid-19, toujours d'actualité dans le monde, on change là de chapitre. En République du Congo, le nombre de cas positifs a dépassé la barre de 4000. Face à cette évidence, la sensibilisation ne fléchit pas. À Pointe-Noire, la direction départementale de la santé a lancé sur initiative de l'association Azur Développement la campagne de sensibilisation dans les arrondissements, ceci grâce au partenariat du programme des Nations Unies pour le développement. Brice Ambanzuno pour le commentaire. Azur Développement, cette campagne vise à contribuer à la riposte nationale contre le coronavirus. L'objectif étant de réduire le nombre de contaminations à Pointe-Noire, deuxième foyer de la maladie au Congo, après Brazzaville, la capitale. Ainsi, des relais communautaires et des crieurs seront formés avant leur déploiement dans les 6 arrondissements de la capitale économique. Les 96 crieurs désignés par les chefs de quartier et formés diffuseront des informations dans les 96 quartiers des 6 arrondissements. Des membres des comités de marché seront formés pour animer des sessions de sensibilisation dans les 14 marchés. Face à la persistance des cas positifs du Covid-19 au Congo, la direction départementale de la santé de Pointe-Noire justifie l'intérêt de cette campagne de sensibilisation médiatique et communautaire. Une façon de briser la chaîne de contamination pour un espoir d'éradication, car notre pays ne cesse de notifier de nouveaux cas de contamination. Les marchés, les parkings, les arrêts de bus, les centres de santé intégrés, voilà quelques sites sur lesquels seront déployés les crieurs et les relais communautaires. Toujours à Pointe-Noire, dans un autre chapitre, l'association des femmes battantes de l'arrondissement 3 Tchétché a fait un don de peinture au siège de la mairie de leur arrondissement en vue de donner une cure de jouvence au mur de cette mairie. Reportage Tech Kaya Kaya de Télé Pointe-Noire. De touques de peinture, de pinceaux, de rouleaux à peindre et bien d'autres objets, voilà l'essentiel de ce que l'association de femmes battantes a mis gracieusement à la disposition de l'administrateur maire de Tchétché pour l'accompagner dans son élan de propreté et d'assainissement lancé il y a quelques jours. Par cette modeste cérémonie, les responsables de quartier et associations de l'arrondissement 3 Tchétché ont pris l'engagement de le soutenir. Ces premiers coups de pinceau, exécutés par Jean Romuald Tchikombu,
Le secrétaire général de la mairie de Tchétché et la présidente de l'association donatrice scellent le lien d'une coopération qui sera certainement fructueuse. Partons, un réveil pour la femme de Tchétché. La première des choses, c'est de les remercier et surtout les féliciter. Cette association a pensé nous venir en aide pour peindre la clôture de notre commune. Plus loin ensemble, tel est le slogan de l'AFB qui pense prouver et aider la femme du 3e arrondissement pour son émancipation. Nous avons voulu accompagner Monsieur le maire. Nous sommes là pour l'accompagner, montrer aux hommes que les femmes aussi sont capables de faire des travaux des hommes. Ils sont capables de faire la peinture. Une initiative bien appréciée. Ce qui vient de se passer pour nous, ça représente l'insertion de la femme dans l'émancipation. Et ont vu le jour depuis plus de 25 ans sous le nom Les Pingouins, avec pour adresse immeuble de l'ex-CPC. Cette association a déjà plusieurs réalisations à son actif. C'est le cas de la réfection de la peinture de la préfecture de Pointe-Noire. De son côté, l'association Mouvement Féminin de l'Iboka a fait une communication aujourd'hui à Brazzaville retraçant en perspective les activités menées depuis sa création jusqu'à cette période marquée par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Le reportage de Benjamin Obambi. Dans sa communication, la présidente du mouvement féminin de l'Iboka, Yasmine Bochaka, a fait observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont décédés en cette période de Covid-19 au Congo. Avant de rappeler les actions menées par l'organisation qui se résument par la lutte contre la Covid-19. La situation dans la lutte contre la Covid-19 dont nous nous sommes véritablement engagés par la confection et la distribution des bavettes, la distribution des savons gel, le lait de consommation Momo dans certains centres religieux à Brazzaville et au marché d'Omagnon. À cela s'ajoute l'opération d'assainissement d'endroits publics, marché PV de la gare, le renforcement des capacités organisationnelles, d'où la signature du partenariat de nos deux associations, question de travailler dans l'unité et la cohésion sociale. Notons que les membres de ce mouvement féminin sont pour la plupart des diplômés sans emploi, ménagères, des démunis, d'où la nécessité de la formation qualifiante aux petits métiers afin de se prendre en charge. Et pour terminer en sport, hier, le colonel de police Guy Jonas Tiba a présidé une conférence de presse pour faire part de sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de handball au titre de l'Olympiade 2021-2024. Le reportage d'Alexis Bokatoula. Au cours de cette conférence de presse, le colonel de police Guy Jonas Tiba a fait part de son intention de porter sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de handball lors de la prochaine Assemblée générale élective au titre de l'Olympiade 2021-2024. Guy Jonas Tiba se dit l'homme de la situation. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis du handball, je pense que je suis le candidat attendu. Je pense que je mérite votre confiance. L'analyse objective de l'association réelle de notre handball, et l'évolution de cette discipline sportive au plan africain, de notre part, nous amène à mettre en place un projet fédéral. Ce projet fédéral va être méthodique, réaliste et cohérent pour les 4 années à venir, puisque les 4 années passées, nous les avons perdues. L'occasion aussi pour les anciens joueurs et dirigeants du handball congolais de remettre la petite balle au candidat Guy Jonas Tiba en guise de témoignage de leur soutien inconditionnel pour l'Assemblée générale élective de la FECOHAND prévue au mois de décembre prochain. Voilà, c'est la fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe technique de ce soir.
Je vous retrouve donc demain à 20h, mais dans la suite de nos programmes, restez branchés. Jean-Claude Kakou reçoit le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, dans Émergence. Au revoir et excellente suite de programme.